Cette semaine au podcast Ordinaire, on rencontre Anthony Gibault, qui est le propriétaire de Groupe Investir. On l'a vu dernièrement faire gagner un chalet pour Occupation Double au domaine Pine Hills. On parle de sa carrière. Un jeune homme de 29 ans, on est pratiquement à la même âge, à 17 ans, gagnait déjà plus qu'1 million dans ses poches. Un gars qui a fait des affaires vraiment hors de l'ordinaire. Un super de bel épisode. Bon épisode tout le monde. Je vais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire, qui est l'entreprise Mindblow Energy. Et on se mentira pas, OK? Mindblow, c'est mon entreprise à moi, donc je sponsorise la même entité. Mindblow sponsorise le podcast Ordinaire. Quand j'ai découvert les nootropics il y a plusieurs années, qui sont des suppléments qui augmentent tout ce qui est cognitif, je suis tombé en amour avec le concept et je me suis dit, il faut absolument lancer une compagnie québécoise, canadienne pour ces produits-là. Alors, on a créé comme ça un supplément qui est rapidement devenu trending en ligne, numéro 1 sur Amazon pour tout ce qui est énergisant. Si vous avez besoin de focus, de bonne humeur, d'énergie à longue durée sans crash, c'est vraiment le produit pour vous. Et on a même une version prête à boire comme ça ici, qui est une boisson énergisante conventionnelle, mais avec des suppléments à l'intérieur. De délicieuses saveurs. On a 4 saveurs pour le supplément aussi, disponible sur Amazon ou mindblowenergy.com. Et vous pouvez utiliser le code PASORDINAIRE sur mon site web pour 10% de rabais. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est moi qui sponsorise l'épisode. Ben oui. Anthony Guibault au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va bien, toi, Sam? Merci de m'accueillir. C'est donc Merci à bien toi. On réussit enfin à se voir. Ça fait quand même un petit moment qu'on a eu la chance de rentrer en contact ensemble. Je sais qu'il y avait eu quelques trucs, mais on t'en fait ensemble. Malheureusement, on a 24 heures dans une journée. Fait que l'important, c'est qu'on soit là aujourd'hui. Je sais c'est quoi. Fait que merci beaucoup d'être au podcast Ordinaire. C'est un plaisir. Puis je viens de te poser la question. Tu te vois-tu comme quelqu'un peut-être qui sort un peu de l'ordinaire? Eh boy. Est-ce que je me vois comme quelqu'un qui sort de l'ordinaire? Pour moi, la vie est un jeu vidéo. Okay. Et je suis ordinaire. Okay. Après ça, l'opinion des gens diffère. C'est une question de perspective, mais je me considère pas comme quelqu'un d'extraordinaire, non. Je suis cool. Si t'es sur le podcast, je te confirme que, selon nous en tout cas, t'es quelqu'un qui est pas ordinaire. Puis on en parle aujourd'hui. On va faire un petit coup d'œil de ta carrière, de ta vie en général aussi. Parce qu'on te connaît. En fait, moi, je te connais dernièrement de qu'est-ce qui s'est passé à Occupation Double. T'as été... t'as fait tirer un... T'as fait gagner un chalet au gagnant de la dernière édition d'Occupation Double, mais on va en parler plus tard parce que je veux qu'on revienne plus loin que ça. Ah oui. Toi, tu viens d'aussi loin, dans le fond, tu as commencé très jeune en affaires, je pense, avec la première agence d'influenceurs en 2012-2013 au Québec, c'est-tu vrai? Oui, en fait, originalement, Samuel, le mot influenceur n'existait même pas. Mettons en contexte. Là, je dirais pas le mot à la caméra de comment on appelait les gens qui avaient des followers sur Facebook, mais je trouvais ça très, pas inspirant, mais impressionnant qu'une petite fille de 16 ans, mettons, pour donner un exemple, puisse avoir 100 000 abonnés puis genre 25 000 likes sur une photo. Ouais. Aussi ordinaire qu'elle soit, dans le sens que la photo en soi avait rien de... Bon, tu vois ce que je veux dire? Fait que ça m'a vraiment intrigué, puis je me suis plongé là-dedans, en fait, parce que j'ai eu une compagnie d'événementiel avant ça. Okay. Fait que, tu sais, ce qu'on faisait, en fait, on facturait 80 $. Puis je t'épargne tout le détail, mais bref, je viens de la génération, là, pour te faire un petit topo, je viens de la génération où l'alcool à tolérance zéro était jusqu'à 21 ans. Okay. Fait que les gens qui ont 30 ans aujourd'hui n'ont pas vécu ça. Moi, j'ai 29 ans aujourd'hui, en 95. Je t'ai pas passé plus vieux, mais j'ai 30 ans. Je viens d'avoir 30 ans. On est la même génération. On est dans la même génération. Sauf que toi, tu avais le droit à 0.08 après 18 ans. Peux-tu? Je pense que je suis borderline. Il me semble non. Il me semble que j'ai vraiment vécu tolérance 0-0. Ben écoute, moi je l'ai vécu, puis ça donne qu'un de mes amis a bu une bière dans un party de famille. Tu sais, barbecue classique, il y a des chiens, des enfants, rien d'extravagant. Tu sais. Ouais. Puis là, on part de là pour aller voir du monde, puis etc. On est jeune, on roule avec sa voiture, c'est lui qui a la voiture, puis on se fait arrêter. Okay. Puis Colin, il a bu une bière, là, il est pas saoul, tu sais. Mais c'est tolérance zéro. Fait qu'il perd son permis, puis un jour, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Je n'aimerais pas son nom, mais le pire, c'est qu'il a le même nom que toi. Fait que je vais le nommer. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? On pourra plus sortir. Fait que ce jour-là, le week-end d'après, pour sortir, je me suis dit, on va louer une limousine, tu sais. Fait que comme ça, c'était pas le même prix qu'un taxi, mais c'était plus cool, tu sais, puis il y avait plus de place. Fait que je vois que ça fonctionne, facture mes amis, code-part, fait pas de profit. T'sais, le but, c'est de payer la limousine. Ça coûte 45$ chaque. On est comme wow. Et bref, j'en fais un modèle d'affaires où j'avais des limos boss, Samuel, puis je remplissais ça avec 30 personnes. Et j'avais signé des deals avec des boîtes de nuit, dont le défunt Fuzzy de Laval, Fuzzy de Brossard et compagnie. Et ça, c'est une autre époque. Hein. Les clubs aujourd'hui, vous ne connaîtrez pas ça. Là. Ça n'existe plus. Là. Ouais. Et ce qui était malade là-dedans, c'est que je chargeais 80$
aux gars et aux filles qui venaient avec nous. Ils sortaient en toute sécurité, limousine aller-retour. Il y avait l'alcool à volonté dans le club avec une zone dédiée parce qu'on avait signé un deal à la tête. On leur donnait un genre de prix à la tête pour consommer de l'alcool de base, style vodka, gin, etc. Et à mon apogée, en fait, j'ai eu jusqu'à 10 limo-boss. Fait qu'imagine, 30 x 10, c'est 300 personnes qui sortaient le jeudi, vendredi avec nous. Yeah. Et l'agence d'influenceurs est venue du fait que pour me rendre là, j'ai j'ai engagé des gens qui avaient de la visibilité, qui disaient « Je sors avec Anthony, venez, c'est cool, nanana ». Et c'est comme ça qu'on a réussi à augmenter notre crowd. Il y avait une liste d'attente pour sortir avec nous autres. Là. C'était vraiment wow. Là. Quand tu avais une place, là, les gens réservaient automatiquement la semaine d'après parce que sinon ils perdaient leur spot. C'était complètement débile. Puis j'ai eu beaucoup de fun dans ces années-là, disons-le. J'étais très jeune, je ne donnerai pas mon âge, parce que c'est ça, j'étais pas très jeune. J'étais très, très jeune. Les cartes étaient... c'est ça. Fait que, mais bref, que jeunesse se fasse. Moi, je l'avais fait un petit peu plus tôt que les autres. Et ceci étant dit, cette compagnie-là, en fait, je l'ai arrêtée parce que j'ai vendu les limousines, puisqu'à terme, on avait acheté les limousines puis tout ça, mais j'étais tanné de sortir puis vivre le soir, la nuit, ça fait son temps. Fait que de là, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec les influenceurs qui étaient devenus des amis, ceux qui avaient des 20, 30, 100 000 abonnés à l'époque, qui étaient le futur d'aujourd'hui en termes d'influenceurs, qui sont tous connus, sans les nommer de nom, mais vous pouvez imaginer, Noémie Dufresne est un exemple qu'on a déjà droppé dans d'autres podcasts. Et je me suis dit, bon, premièrement, il y a juste des clubs à l'époque qui voulaient payer parce que quand j'appelais, mettons, un cinéma pour faire un placement avec eux puis générer, tu sais, comme Salvatore aujourd'hui paye pour être dans ce podcast. Bravo à nos amis de Salvatore. mais à l'époque, les cinémas me disaient, je vais te donner du popcorn puis 2 billets. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu sais, je vais pas aller voir mon bailleur puis, hey, je vais te payer ton loyer avec des billets de cinéma, tu sais. Avec du popcorn, avec du 3 grains, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des blogs que vous avez tous connus comme les 10 raisons pourquoi tu dois rester en couple, les 5 raisons pourquoi les cheveux roux, c'est plus... Tu sais, toutes les niaiseries de liste que tu as vues sur Internet dans ta jeunesse sur Facebook, ça venait principalement de nous autres. Et les influenceurs poussaient ce contenu-là et avec les vues générées, un peu ce qu'on appelle aujourd'hui un CPM, un coût par 1000 vues, mais on venait générer un 20-25 $ du coût par 1000 vues à l'époque avec une firme de placement privé qui existe encore, qui s'appelle Atedra, qui est, je ne sais pas où est-ce qu'elle est rendue dans la vie, mais à l'époque, c'était la grosse firme de placement de bannières, pre-roll, machin. Fait qu'on a fait ça. Fait que l'agence d'influenceurs, en fait, est née d'un désir de prendre cette visibilité-là et de la monétiser. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment drôle. J'ai encore des vidéos d'archives sur Internet. C'est Mitsu Gelina, qui est encore aujourd'hui une animatrice, une célébrité du Québec, était intriguée par comment eux font pour avoir plus de visibilité que moi alors qu'ils ne passent pas par le traditionnel radio, télé, etc. Et puis la vision derrière ça, c'est que je croyais énormément que le traditionnel allait faire place au web, qu'il y a beaucoup plus de portée, qu'il n'y a pas de frontières. Puis regarde, on le voit aujourd'hui, on est dans le podcast Pas ordinaire qui fait des centaines de mille vues et qui n'est pas un canal TVA. Et voilà, 100%. Et c'est ça. Fait que grossièrement, ça a commencé comme ça. C'est fou pareil de dire que tu es parti du... M'a tapé le King Guest Lister. Parce que je me rappelle des guest lists. Là, c'est un peu le même principe, mais d'amener ça à un côté premium, une expérience. T'arrives pas juste avec tes chums, puis t'es sur la guest list. T'as tout ce qu'il faut pour avoir une belle soirée, puis flasher, puis fait que c'est vraiment cool. C'était tellement débile parce que t'avais 3 fils. T'avais les normaux, t'avais les guest lists, que eux étaient cool parce qu'ils faisaient pas à fil, puis t'avais notre fil. Incroyable. C'était le fun. Vraiment cool. Puis de passer après ça à influenceur quand ça avait même pas encore un terme, comme tu le disais tantôt. Comme 2012-2013, je me souviens pas qu'est-ce que je faisais de mon côté, mais je sais que Instagram venait juste de sortir. Je me souviens pas trop des dates. Ça venait de sortir, mais tu sais, Facebook date de 2007. Fait que tu sais, le terme abonné sur Facebook est apparu, puis là, prenez-moi pas au mot, là, mais ChatGPT pourrait nous le dire, 2011-2012 de mémoire. Fait que ça venait de commencer, c'était une effervescence. Les gens ne donnaient pas de crédibilité aux influenceurs, qui les dénigraient d'ailleurs dans les médias traditionnels, sûrement par peur qu'ils prennent le dessus, puis que le vedettariat se crée, tu sais, ou que les gens puissent aller chercher ce qu'on va chercher aujourd'hui. Tu sais. J'ai travaillé avec des gens qui ont aujourd'hui 1,5 million d'abonnés, puis qui font des centaines de millions de dollars avec leur compagnie. C'est ça. Fait que... c'est ça. Okay. Avoir tout ce qui se passe maintenant, dans le sens où tu as été dans les débuts, tu as pu voir c'est quoi un influenceur. Encore une fois, je me répète que le terme n'était pas là, mais c'est des gens un petit peu plus uniques, des gens qui ont un contenu, pas nécessairement que c'est un meilleur contenu que les autres, mais des gens qui étaient devant la caméra, derrière les choses, faisaient des choses pour se faire remarquer puis bâtir une audience. Puis aujourd'hui, avec TikTok, avec tout ça, on dirait que n'importe qui, n'importe quand peut y arriver. Toi, ta vision d'avoir été au début puis aujourd'hui, trouves-tu ça cool? Trouves-tu ça plate? Trouves-tu ça dommage que n'importe qui peut être populaire aujourd'hui puis faire un petit peu la même chose qu'eux faisaient dans le temps?
Là, il faut qu'on revienne là-dessus. Parce que la raison pourquoi les gens m'ont découvert à quelque part en 2022, où j'ai commencé à faire des vidéos et à vouloir être exposé au grand public, même si je faisais déjà des choses assez grandes de mon côté, c'est qu'à l'époque de 2012-2013, pour être populaire, il fallait que tu danses sur Internet, tu fasses des vidéos plates ou des trucs drôles. Et honnêtement, je n'ai jamais eu la vision de associer mon image à ce type de contenu-là. Tu sais, moi, Rire et délire, ça a sa place, mais moi, je ne vais pas dedans. Okay. Je l'écoute, mais je ne vais pas dedans. Okay. Et ceci étant dit, pourquoi j'ai commencé à vouloir m'exposer sur les réseaux sociaux, c'est que puis c'est une question de marché. Hein? C'est la société qui n'était pas prête à entendre du contenu de qualité inspirationnelle ou éducative sur les réseaux. Ça, c'était réservé à la télé, n'importe quel type d'émission comme Z-Télé qui avait commencé fait, qui était super inspirant à l'époque. Du moins, moi, j'étais un grand fan. Et ceci étant dit... quand les gens ont commencé à consommer le contenu éducationnel, là, j'ai commencé à donner un peu plus de crédibilité aux réseaux sociaux parce que, comment dire, ça nous permet de transmettre ce qu'on a à dire, mais aussi d'éduquer, d'inspirer les gens, de leur transmettre de l'information. Et c'est là, selon moi, que la vraie ère de l'information a commencé, parce qu'à l'époque, on était à l'ère industrielle. Hein, ça, c'est l'époque de Ford où on a commencé à créer des chaînes d'assemblage. L'ère de l'information a comme été l'ère de la désinformation entre 2012 et 2020, de mon point de vue. Et je crois qu'en 2020, il y a vraiment comme un ménage social qui s'est fait. Parce que ceux qui faisaient du garbage content, là, on va l'appeler de même, mettons, là, c'est pas du garbage, c'est divertissant. Il y en a qui sont corrects là-dedans, il y en a que c'est du garbage content, sans vouloir les nommer ou les juger. Bien, ils se sont même fait tasser par les gens qui voulaient dire les bonnes choses, les bonnes informations, qui valident leurs faits avant d'en parler. Parce que la désinformation, c'est la plus grosse arme au monde. Là. C'est pire que l'arme nucléaire. Il ne faut pas que tu écoutes tout ce qu'on te dit. Il faut que tu ailles chercher vraiment la source. Et aujourd'hui, de plus en plus, je suis prêt à dire que les futures générations, soit mes enfants ou même ceux qui sont au secondaire présentement, vont avoir une chance unique de pouvoir aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite parce qu'avec les chats GPT de ce monde, on vient non seulement avoir accès à l'information, mais plus rapidement. Et de l'information qui est validée de plus en plus. Fait que ça va permettre aux futures générations de grandir, de bâtir beaucoup plus vite et d'éviter des erreurs majeures. J'aime ça. Fait que ça répond peut-être pas à ta question, mais il y a avant, selon moi, puis il y a après. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens qui doivent être entendus, qui se prononcent, qui en parlent dans des podcasts. Puis il y en a énormément de gens comme ça, puis ils ont leur place. Ouais. Après ça, est-ce qu'il y a de la place pour le divertissement? Oui, mais à l'époque, ce n'était que ça. Tu avais 10 vues si tu commençais à parler de fiscalité sur Internet. Mais crème, la fiscalité, mon ami, c'est super important pour grossir une business. Fait qu'il y en a qui veulent l'entendre, c'est juste que les algorithmes ne poussaient pas ça parce que les algorithmes à l'époque étaient basés sur une clientèle et qu'il fallait qu'ils likent ta vidéo. S'entend? Moi, je n'évalue pas mon succès au like. C'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est le reach. Qui l'a vu, qui l'a entendu et l'écho que j'en ai. Tu sais, j'étais à un événement hier, les gens viennent me voir. Anthony, tel truc, nanana, je l'ai appliqué. Je suis comme, good, c'est ma paye. Je suis pas payé pour faire des réseaux sociaux, mais j'aime ça. Mais j'aime ce vent de changement-là parce que moi-même, j'ai été dans le fitness longtemps, whatever. Puis les compagnies, à ce moment-là, ce n'était que pour les vues, que pour les likes, que pour les j'aime sur la page. On avait une page de 75 000. Hey, c'est donc bien cool. Puis tu te rends compte que d'année en année, tu avais une page de quasiment 100 000 abonnés. Puis tu avais des posts qui avaient 27 compte reach ou whatever, puis t'es comme, mon Dieu, c'est pourquoi j'ai 2 likes sur ma publication si j'ai autant de gens qui me suivent. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. T'as des gens qui ont 100 personnes qui les suivent sur TikTok, puis qui ont une vidéo à 1,2 million de vues, puis qui reach énormément de gens. Fait comme, je dis pas que c'est bien dans tous les cas, parce qu'il y a encore des gens qui font la désinformation ou du mauvais contenu ou whatever, mais pour des gens, comme tu as parlé, des fiscalités ou des vrais bons topics ou des gens qui méritent peut-être d'être capables d'avoir un message qui est véhiculé. Ben, ton exemple est bonne, là, Samuel. À l'époque, il fallait que tu montes tes gros biceps sur Internet pour avoir 1000 likes. 100%. Aujourd'hui, ce gars-là, il a 27 likes. La personne qui va avoir le plus de vues, c'est elle qui va te donner le truc pour que toi, tu te mettes en shape. 100%. Et ça, c'est éducationnel. Puis ça mérite d'être entendu. Je suis d'accord. Hey, je prends une petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire qui se trouve à être Shop Santé. Et aujourd'hui, je vous parle du produit du jour qui est le vrac. Quand vous vous rendez dans une succursale Shop Santé, il y a des beaux vracs au fond de la succursale et vous pouvez vous mettre il y a de la protéine, des EA, de la créatine. Vous faites un beau petit sac comme ça. Et tu sais, des fois, au lieu d'acheter un gros pot, on n'est pas sûr de la saveur ou whatever, tu peux tester carrément en te prenant un petit sac et tu peux goûter si tu aimes cette saveur-là et retourner. Et quand tu ramènes ton sac ou n'importe quel autre contenant, tu as même un 10% de rabais en plus. Fait que rendez-vous dans une succursale Shop Santé, allez vous chercher un petit vrac et on remercie évidemment Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. De retour à l'épisode.
Tu dis que tu as créé l'agence Mac Media en 2015 par nécessité. Je sais qu'on a parlé un petit peu, les différentes choses. Qu'est-ce que tu veux dire par nécessité? Puis encore une fois, 2015, on recule quand même déjà de 10 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu J'avais voyais à cette 19 époque-là? ans, hein, ça me vieillit. C'est fou pareil. Mais ça te vieillit, mais en même temps, non. Ben ouais. Tout ce qu'on va jaser aujourd'hui, de savoir que tu as seulement 29 ans, c'est assez hot, tu sais. Ouais. Ben, il y a une question de perspective là-dessus. Oui, mais je suis prête pour un Ironman, Yann. On va y aller. Mais ceci étant dit, par nécessité, j'ai passé 9 ans dans cette mission d'AMM Solutions numériques et je l'ai adoré. Tu sais, j'ai eu la chance de travailler avec des grands comme Trévi, la Coop Fédérée, pour n'en nommer que 2, et plus de 850 clients. La raison pour qu'on le fait, là, principalement, c'est un contexte de circonstances. Puis, tu sais, il faut comprendre que la vie, c'est des difficultés, c'est des défis. Puis ce qui va faire que tu vas avancer, c'est si tu vas les accomplir. Tu vas-tu les surmonter ou tu vas juste te coucher à terre? Ouais. Et ça, il y a plein d'images sur Internet pour te le démontrer. Là, le gars qui arrive en haut de la pyramide du succès, puis c'est comme « Wow, ça a été facile. » Arrête, là, ça n'a pas été facile. Fait que, on générait 3,5 millions de pages vues avec nos blogs à l'époque par mois. C'était énorme. Fais le calcul, je n'ai pas ma calculatrice parce que je l'ai laissé là-bas, mais 35 000 fois à peu près 25 $. On faisait à peu près, grosso modo, 150 000 de revenus mensuels avec une agence de création de contenu. Là. Si on publiait des blogs à potins, c'est ça qui marchait. Donc, un jour, Google AdSense existe, arrive à la vie et Wix, WordPress rentre dans le marché. Avant ça, pour ceux qui ne le savent pas, il fallait que tu programmes en HTML, C++, puis il fallait que tu sois hyper compétent pour faire un site et non dans ton sous-sol en train de regarder une vidéo YouTube. Puis, c'était différent. Ouais. Et quand ils ont rendu ça accessible, ça a créé un concept qu'on voit dans le marché boursier encore aujourd'hui, d'offres et de demandes. Il y avait peu d'offres, beaucoup de demandes, et du jour au lendemain avec Google AdSense, il y avait beaucoup d'offres et moins de demandes. Et donc, mon CPM est passé de 20-25 $ du 1000 vues à 2 $ en dedans de 3 mois. Okay. Fait que là, t'imagines, ton chiffre d'affaires vient de fondre de 90 %. Fait que mon 150 est devenu 15. Mais moi, j'ai un loyer, j'ai des ordinateurs, j'ai des adjointes, j'ai des frais fixes. Fait que ce qui s'est passé, je me suis dit, OK, j'ai 2 choix. Soit qu'on s'en va vers un mur, soit qu'on se réinvente. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre l'expertise qu'on avait en interne parce qu'on avait des intégrateurs, quelques, peut-être 3 dans l'équipe de création de support web, hébergement, machin. Et je me suis dit, on va vendre des sites web à des entreprises. On va remplir la caisse de cette façon-là. Il fallait payer nos frais fixes. Ouais. Fait que je me suis mis à approcher des entreprises qui nous commanditaient ou des contacts que j'avais déjà. Et donc, on leur a vendu des sites web à 5, 6, 7, 8 000 $. Puis on s'est mis à faire ça, puis j'ai réalisé que dans le fond, il y avait un besoin pour ça il y a 9 ans. Aujourd'hui, tu vas me dire, créer un site, tu peux le faire avec les AI. Il y a 9 ans, non. La fleuriste du coin, elle veut commencer à vendre en ligne. Ouais. Elle voit qu'Amazon commence. C'était pas encore gros, mais elle voit que le commerce électronique se mettait tranquillement en place. Et donc, elle avait besoin de nous pour être capable de vendre des fleurs en ligne puis se distinguer de la compétition. Okay. Et bref, AMM est né de cette problématique-là. Et c'est comme ça qu'en à peine 1 an, on a changé complètement nos opérations. À peine 1 an. Dans ma tête, c'était long, là, mais dans la vraie vie, on a cumulé à peu près 100 clients en 1 an. Et donc, on a commencé à faire des sites web, services d'hébergement, et on a développé AMM alentour d'un concept où notre but était de répondre à la demande du client et de suivre les tendances du marché pour éviter de revivre la même expérience. Fait que, on a commencé par des sites web, puis après ça, on a réalisé que ceux qui n'avaient pas assez de trafic avaient besoin de marketing. Fait qu'on après ça, on s'est mis à faire du contenu sur les réseaux sociaux pour les aider à avoir, tu vois ce que je veux dire. 100%. Et finalement, quand on a généré trop de leads pour nos clients, je me suis levé un matin, puis ça, c'est une bonne anecdote assez intéressante. Un client qui m'appelle, on génère 400 leads par mois. Là, grosse affaire, c'est un gars de VR, je n'aimerais pas son nom, mais il me dit « Anthony, on va tout canceller. » Bref, je suis fan du marketing et fan des agences marketing, donc je vais en parler, mais je dis « Voyons donc, ça ne marche pas, tu as 400 leads par mois. Laisse-moi venir chez vous gratuitement, je vais m'asseoir dans ton salon, là, dans ta salle d'attente, je vais regarder ce que tes vendeurs font. » Puis là, on est à quelque part en 2017. Fait que le mot CRM au Québec, là, ça y a pris du temps à rentrer dans le marché. Ça a l'air proche, mais en 2020, j'appelais encore des gros joueurs, là, pour ne pas les nommer. Là. Mais mettons, Raymond Chabot de Grant Thornton, puis ça n'avait pas tout à fait un CRM encore. Yeah. Donc, la morale de l'histoire, c'est que je m'assois et regarde bien ce qui se passait. Ils recevaient leur lead par email, ils l'imprimaient, vendeurs de 55, 60 ans de VR. Puis là, il y a un walk-in qui rentre. Puis il prenait mon lead sur sa feuille 8,5 par 11, il le virait de bord. Puis il commençait à prendre des notes de son client. Puis là, il vendait sa roulotte au walk-in. Puis il prenait sa feuille, puis il la mettait dans le recyclage. Là, je vais voir le patron après 2 jours d'analyse. Je dis, écoute, c'est pas que ça marche pas. C'est que tes vendeurs, ils prennent ton argent, son 20$ par lead, puis ils le mettent dans les poubelles.
Fait qu'on s'est mis à appeler une couple de leads comme ça qui étaient bons finalement, mais qui n'avaient jamais été appelés. OK. Et donc, c'est là qu'on s'est mis à implanter des CRM et qu'on s'est focusé beaucoup plus sur l'automatisation des processus pour aider les entreprises à optimiser leur processus, leur procédé d'affaires. Tu sais, du lead à la vente, à la livraison. Puis c'est ce qui a fait notre succès là, pendant de nombreuses années. C'est fou parce que vous faites des choses qui sont aujourd'hui coutumes ou aujourd'hui, plus tendance. Mais encore une fois, on remonte à tout ça. Je pense que tu as été avant-gardiste sur beaucoup de différents paliers. Tu sais, on a parlé influenceurs, on a parlé même les guest lists, les affaires, mais là, on est rendu à parler d'automatisation. Puis c'est des choses que je pense pas que beaucoup de gens parlaient en 2015 du point. Là. Ou c'était du monde très calé d'informatique, puis comme, on avait-tu des Zapier pour les affaires de ce monde en 2015 ou même pas? Oui, en 2015, non, mais ça a commencé, j'ai pas les dates, mais non, c'était pas coutume. Aujourd'hui, on sait qu'avec Zapier, on peut faire plein d'automatisation, mais il y a 5 ans, non. Tu disais Zapier dans une salle, il y en a un sur 10 qui le connaissait. Puis encore là, c'était limité. C'est fait qu'aujourd'hui, tout est possible. Puis là, aujourd'hui, tu peux demander à ChatGPT de te le programmer, ton Zapier. C'est encore plus fou, mais d'où pourquoi l'AI va avoir une place immense dans notre société. Mais je dis souvent que pour automatiser quelque chose, ça te prend les bonnes données. Ouais. Puis ChatGPT n'aurait pas pu exister il y a 10 ans. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas assez de données. Aujourd'hui, on a tous les morceaux de casse-tête, puis lui, il fait juste les rassembler puis t'es donner facilement. Ouais. Et il apprend de ça parce que c'est de l'intelligence artificielle. Fait que bref, ça me passionne. Ouais. Moi aussi, j'aime bien ça. On va parler un petit peu de chiffres. J'ai envie qu'on confirme des petites choses. À 17 ans, dans tes débuts, tu générais déjà 2,5 millions de chiffre d'affaires. Oui. Tu as eu ton premier million net dans tes poches à partir de 20 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on ne veut pas décourager les jeunes de ce monde. Encore une fois, souvent... Puis le but, c'est pas de se comparer, hein? Non, mais je trouve quand même que c'est quelque chose... Puis le podcast, on est là pour ça aussi. On est là autant pour mentionner des fois des histoires qui ont vraiment pas bien été, puis d'autres, des fois, qui vont super bien. Ouais. Moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur ce passé-là qui est comme... Qu'est-ce qui décrit le Anthony de 17 ans pour qu'il soit capable de faire ça? On a dit tantôt, tu te sens pas extraordinaire, non, rien. As-tu un père dans les affaires? As-tu quelqu'un qui t'a accompagné? As-tu quelque chose qui spark au secondaire? Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur qui fait que si jeune, tu peux réussir? Puis, je prends une petite comparaison. À 16-17 ans, je me sentais être un gars qui voulait aller en affaires. Mais je générais pas des chiffres comme ça. J'avais On parlait de fausses cartes tantôt. Ben moi, j'avais mes petites business de fausses cartes quand j'étais jeune, puis mes affaires. J'avais une tendance à faire des choses qui n'étaient pas nécessairement tout le temps légales, mais je le faisais d'un côté entrepreneur qui a bien viré aujourd'hui. Tant mieux. Toi, ton histoire dans tout ça, qui faisait qu'à 17 ans, tu réussissais à générer tout ça? Écoute, le premier disclaimer qu'on va faire, c'est qu'il y a une chose que j'ai appris dans la vie qui m'a permis d'avancer extrêmement vite, puis je l'ai appris trop tard, je l'ai appris à 20 ans. Je me comparais aux autres, puis je trouvais que je n'allais pas assez vite. OK. À l'âge de 20 ans, je me suis mis à me comparer à moi-même, puis je me suis fait un tableau à chaque année, il est de plus en plus beau d'ailleurs, d'objectifs, puis je mets mon chiffre de l'année d'avant, quand je l'écris le 1er janvier, puis mon chiffre où je vais aller, puis je track ce chiffre-là comme un état financier, mettons, où tu te compares à l'année précédente. Et donc, je commence à me comparer à moi-même, puis c'est là que, mon bonheur est arrivé, parce que sinon, tu es un éternel insatisfait, puis tu penses que tu n'es pas à la bonne place. Bref, ça dépend t'es qui, là. Il y en a qui tout est relatif. Mais, c'est quoi le déclencheur? Je pense qu'on se construit au fil de notre adolescence et de notre jeunesse. La première chose, c'est que j'ai passé toute ma jeunesse dans le plâtre. J'ai des pieds beaux, j'ai été suivi, j'ai été dans le plâtre jusqu'à l'âge de 12 ans. Fait que quand mes amis allaient jouer dehors l'hiver puis glisser sur les pentes à glisser, ben moi, je jouais aux jeux vidéo que je trouvais dans une boîte de céréales, qui s'appelle Roller Coaster Tycoon. Oui. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, tu devrais mettre loin, là. Puis écoute, j'adorais ce jeu parce qu'il y a un concept d'équilibre intéressant où tu dois générer assez de revenus pour construire des nouvelles attractions, pour garder ta clientèle satisfaite, pour qu'elle revienne, puis qu'elle ait assez de toilettes, puis nanana. Fait que je m'amusais là-dessus parce qu'à l'époque, c'était ça. À l'époque, on vient de la même génération où il fallait que ma mère elle lâche le téléphone pour que j'aille sur Internet. Fait que ça arrivait rarement. Fait que je jouais à Roller Coaster Tycoon d'un CD-ROM de Meonicom le matin. Fait que ça m'a aidé évidemment à avoir l'envie de créer. Puis l'esprit de créer, je pense que je l'avais en moi, mais je l'ai développé dans ces années-là. Et là, ça m'a amené où, si on parle de famille, ma mère n'est pas entrepreneur. Mon père est entrepreneur, mais il est parti quand j'avais 3 ans. Fait qu'il n'a pas été une figure parentale zéro, en fait. N'a été qu'une déception. En fait, ça a été ma motivation à être ce que je suis aujourd'hui pour mes enfants. Mais ceci étant dit, c'est ça. Fait que mon père n'a pas été une forte figure parentale et ça fait en sorte que je fais tout le contraire avec mes enfants aujourd'hui. Mais pour revenir sur ce que je disais...
ça l'a amené une chose, mon père qui a potentiellement beaucoup d'argent, mais qui m'en a jamais donné, en d'autres termes. Je ne sais même pas si c'est vrai qu'il y a de l'argent. OK? Samuel, c'est fou, je le connais pas. J'étais allé au Maroc pour voir sur le REC du Maroc, là, pour faire ça simple, pour voir ses compagnies, puis l'espionner un peu dans mon adolescence, là, adolescence, 18-20 ans, quand j'ai eu les moyens de voyager. Mais ceci étant dit, si on enlève ce bout-là, mais ceci étant dit, j'allais à l'école privée. Puis, je pense que ce qui a forgé mon caractère et ma détermination, c'est que je voyais les enfants de riches bien vivre, avoir 8 vacances par année, puis je voyais moi avoir le minimum. T'sais, on n'était pas pauvres, mais on n'était vraiment pas riches. On vivait d'une paye à l'autre, puis ma mère, elle a tout fait pour qu'on puisse s'en sortir. C'était rough. C'était rough parce qu'en plus, elle a été éduquée, on va dire, ou habituée à un certain niveau de vie qu'elle voulait nous maintenir, mais qu'on n'était pas capable de faire littéralement. Fait que quand je voyais mes amis s'acheter du Lacoste puis des souliers d'ici à 150$ la paire, ben moi, ma mère, elle me disait, on va aller à l'aubainerie, tu sais. Okay. Puis le truc croche que j'ai fait dans ma vie, comme le tien, mettons, c'est qu'à l'école, ben, j'ai vu une opportunité. Au collège, j'ai vu une opportunité d'importer, en fait, de Chine. Je pense que j'avais 15 ans à cette époque-là, 15-16 ans, même plus jeune que ça. Mais j'importais, dans le fond, des marques. Hein? Puis disons pas des contrefaçons, là, mais j'importais des souliers de type Lacoste, des vêtements de marque. Et donc, j'ai réalisé qu'eux qui payaient leurs souliers à 150$, je pouvais les importer pour 20$ puis les revendre 75$. Pour eux, c'était un deal. Pour moi, c'était du profit. Ouais. Fait que non seulement j'étais capable de m'habiller comme eux, parce que ma mère ne pouvait pas me le permettre, mais j'étais capable de gagner des sous. Il y en a qui ont fait des trucs plus croches, genre avoir des runs de dealer. Ben moi, j'avais une run de pocheur de vente de linge. J'avais convaincu mes amis de d'autres écoles publiques d'embarquer, puis je leur faisais des beaux petits cartables, puis ils vendaient ça. Fait que là, ils venaient tous chez nous le vendredi soir, pour au lieu de faire du vélo, on ouvrait ma porte de garage, puis je leur donnais leur stock, puis ils me donnaient l'argent. C'était un peu whack. Mais exceptionnellement formateur, parce que quand tu gères une quinzaine de tes amis qui vendent du linge, puis toutes sortes de choses... c'est ça. Fait que c'est quoi le déclic? C'est toujours le désir de vouloir plus. Je pense que j'ai jamais été satisfait de ma situation. Puis ça part de loin. Ça part du fait que mes amis pouvaient aller au parc avec leurs amis. Moi, je pouvais pas, j'étais dans le plâtre. Mes amis pouvaient jouer au soccer. Moi, je pouvais pas, j'étais dans le plâtre. Fait que, qu'est-ce que tu fais dans une cour d'école en 4e année du primaire avec 2 jambes dans le plâtre? À rien. Tu joues à Pokémon sur ton petit jeu vidéo. Puis je suis pas un gamer. Là. Je veux dire, honnêtement, je ne joue plus aux jeux vidéo. J'ai pas le temps de faire ça. J'ai de la misère à concevoir de mettre ça dans un horaire. Là. Déjà que m'entraîner est un défi. Là, mais, je te fais. mais c'est ça. Fait que je pense que c'est toujours de vouloir plus. Et essentiellement, il y a une chose, puis je pense que je ne l'ai jamais dit dans un podcast, mais il y a une chose qui a changé ma vie, c'est que malheureusement, je n'étais pas au collège. Fait que le collège me laissait partir, pour ne pas dire renvoyer en secondaire 2. OK. La bonne nouvelle, c'est que je peux dire ouvertement que si vous êtes parent d'un enfant, envoyez-le au collège privé parce que j'ai jamais étudié jusqu'en secondaire 5 et j'ai jamais eu besoin d'étudier parce que ce qu'on apprend dans une école privée versus au public a réellement un plus-value dépendamment de l'école privée. Fait que, j'étais content de l'avoir fait parce que je voyais que j'avais une avance sur les autres. Quand je me suis ramassé dans le public, il y a un... Je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait des conseillers au secondaire. Là, orientation. Nous, ça s'appelait Ginette, puis il y en a un autre qui s'appelait Yves. Puis c'est leur vrai nom. Puis t'es au secondaire, t'es en puberté, puis ils sont là pour te calmer puis te dire arrête de monter ces toits des écoles, c'est pas correct, même si tu fais... C'est ça. Fait que voilà. Puis Yves m'avait donné un livre qui s'appelle Le Secret. Ouais. Puis je l'ai lu à 16 ans, contrairement à d'autres qui aujourd'hui me disent « Hey, je l'ai lu », puis ils ont 28 ans. Fait que ça m'a énormément aidé à comprendre une chose que j'avais pas compris, qui est le pouvoir de la visualisation. Ouais. Puis là, je suis pas un genre de grand spirituel dans la vie, puis on parlera pas de Jésus non plus, mais ceci étant dit, ce livre-là m'a allumé à me dire « OK, je voulais ça, j'ai fait ça, je l'ai eu. Je voulais ça, j'ai fait ça, je l'ai eu. » Et donc, ça m'a amené à croire énormément que visualiser quelque chose te permettait de l'atteindre. Et je me suis mis à appliquer ça dès l'âge de 16 ans pour avoir d'ailleurs ma première job au Future Shop, qui était mon grand rêve. J'étais un passionné de techno. Puis pour rentrer au Future Shop, ça prenait 18 ans. Okay. Fait que ce livre-là, à 16 ans, m'a permis d'aller chercher une job à 18 ans, à 16 ans, qui prenait 18 ans pour être capable de l'avoir.
Et j'ai passé par la porte d'en arrière parce qu'ils m'ont dit, Anthony, tu peux pas être vendeur, mais tu peux être aux caisses. T'sais. Fait que là, j'ai commencé aux caisses, j'étais allé au service à la clientèle, puis j'ai monté les échelons. Et comment j'ai réussi à les monter vite, c'est en prouvant, évidemment, en visualisant que j'allais battre le record de garantie prolongée de tout le magasin. Et je suis devenu premier vendeur de ce qu'on appelait une TPP ou une PSP à l'époque, de Best Buy au complet à l'âge de 17 ans. Ce qui m'a permis d'être vendeur. Bref, mes deux boss, je les appelle Danny et Danny, là, un peu comme Dupont et Dupont, je les adorais. Ils m'ont dit un matin, puis ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Ils m'ont dit, Anthony, je sais que tu vas être vendeur, puis tu nous en parles à toutes les semaines, même à tous les matins. Je pense que j'ai gossé avec ça, puis j'ai tété avec des cafés gratuits, puis tout. On n'a pas le droit. Les politiques de l'entreprise font que tu ne peux pas l'être. Okay. Mais on est prêt à faire une exception parce que c'était pas illégal. C'était pas la loi du Québec qui faisait en sorte qu'il fallait que tu aies 18 ans pour vendre des ordinateurs chez Future Shop à l'époque. C'était eux autres. Fait qu'ils ont dit, on va faire une exception. Tu as 17 ans, on va te mettre en vente au Back to School. Puis pour ceux qui connaissent pas ça, parce qu'ils sont peut-être trop jeunes, mais pour ceux qui sont assez vieux comme moi puis toi pour l'avoir vécu, un Back to School à l'époque, c'était un party. C'est Boxing Day Back to School dans les années... avant 2020, il y avait des line-up. Les gens dormaient dehors, tu sais. Comme devant chez PC pour devenir courtier. Ça c'est une autre histoire, mais c'est littéralement ça. Fait que les gens dormaient dehors, puis c'était fou, puis c'était vraiment du sport. Fait que il me dit, je te mets au back to school, je te donne 2 semaines de test, puis si tu bats tous les vendeurs, ben je te garde, sinon je te mets dehors. Hey boy. T'as 17 ans, t'as rien à perdre, t'habites chez ta mère, tu le fais. Tu le fais. Ben oui. Morale de l'histoire, ça a donné ce que ça a donné, je suis devenu vendeur à 17 ans. Fait que, incroyable. Fait que c'est un mélange de éternel insatisfait, puis de visualisation. J'aime ça, parce que c'est pas le parcours typique de l'adolescent point, dans le sens où je dis pas que tout le monde vire mal dans sa début vingtaine, mais comme on le sait, que puis surtout tu as été dans le monde du party aussi, fait que je veux dire, on le sait que souvent c'est là qu'on brosse trop, puis qu'on se réveille scrap, puis que fait comme, t'as beau avoir de la bonne volonté, quand tu traînes le corps pour aller à la job, essaie d'avoir une augmentation, ça va être difficile. T'sais, essaie de monter les échelons quand tu traînes le corps avec 2 heures de nuit. Puis je parle de connaissance, là. Ouais. C'est ce qui est dur aussi. T'as beau avoir le potentiel, je savais que j'avais le potentiel, mais il y a plein de facteurs qui viennent. Il y a les amis, il y a les mauvaises fréquentations, il y a l'envie de plaire, il y a les blondes, les chums, les ci, les ça. Comme je pense qu'il y a beaucoup de choses quand t'es ado ou jeune adulte. Ouais. Tu as l'air d'avoir vraiment pas... Tu t'es vraiment pas laissé déconcentrer. Puis tu as eu une certaine chance d'avoir peut-être ce fameux Yves-là très jeune qui... Et Roller Coaster Tycoon aussi, il faut se le dire. T'as joué toi aussi? J'ai joué en masse. J'ai même joué aux autres affaires de Zoo. Puis on va faire un TED Talk ensemble un jour pour dire notre succès. On organise un LAN, on invite tous des entrepreneurs pour on construit des villes. On joue tout à ça. J'adore ça, c'est incroyable. Hey, c'était une petite pause ensemble. As-tu envie d'avoir un petit cadeau pour ta venue? Puis ça fait longtemps qu'il t'attend ton cadeau, by the way. Un cadeau? Ah oui? Ouais, ça fait vraiment longtemps qu'on a un cadeau pour toi, mais vu qu'on avait... Mais oui. C'est pas rien du tout, là. Ah, ben voyons donc! Check-moi ça. Impossible! On t'avait demandé pour ton logo. Ben voyons donc! Ça va faire 1 mois et demi, je pense, que je l'ai à la maison pour qui t'attend. Fait que on va l'ouvrir, on va prendre le temps de l'ouvrir parce qu'il n'y a pas juste un sac de sport à l'intérieur. C'est vrai? Mais là, on prend une pause, on regarde le micro, on fait quoi? Tu peux te lever, tu peux faire les choses. Moi, je reste... on est là. On jase en même temps. Puis, t'es donc ben regarder qu'est-ce qu'il y a. C'est nos amis de 40 Uniform, qui est un des sponsors du podcast, qui fait du gear comme ça pour tous nos invités. Wow! C'est avec ton logo brodé dessus. Puis... C'est débile! Moi, je sais pas dedans qu'est-ce qu'il y a dedans, mais comme il te manque pas de stock, c'est juste au poids du sac, anyway, là. Je vais pouvoir m'entraîner? Comme tu veux. Tu peux faire ça direct ici, ton... Attends, là, je parle pas dans mon micro, là. Okay, une tuque, c'est nice, parce qu'il ressemble beaucoup à un autre truc que je mettrais pas sur ma tête, parce que vous allez me trouver laid après. Mais ceci étant dit, c'est donc ben nice. OK, c'est du gros gear, là. Ah, c'est du beau gear, là. Wow! Honnêtement, là, Wow! Ben voyons donc! Ah. OK, wow! Beau polo. Ah, mais voyons donc! Hey, ma directrice marketing va être contente. Puis mon CFO, on va couper d'un coup de... On achète du gear pour tous nos employés. Tu sais, nous, dans tous nos groupes, soit le groupe Horizon, où on construit, exemple, 200 maisons à Carignan, tout le monde porte la marque. Puis c'est important pour nous parce que la marque reflète la culture de l'entreprise puis la mission. Tu sais, nous, ce qui est le plus important, on parle beaucoup de bonnes personnes, bonnes chaises. Tu sais, puis je t'amène là-dessus parce que c'est très peu compris des entreprises. Tu sais. Partir une business, fine. Pourquoi? Ouais. Si c'est pour faire de l'argent, arrête tout de suite. Tu n'es pas à la bonne place. Il n'y a personne qui va embarquer là-dedans. Puis tu vas toujours être insatisfait du fait que tu n'en gagnes pas assez. Ouais. Fait que le gear, pour nous, représente notre mission, mettons, chez Investir, de rendre accessible l'investissement chez les locatifs. Puis tu sais, c'est fou, mais juste à l'événement d'hier, on a 13 nouveaux membres. Nous, on appelle ça des membres qui ont adhéré au concept puis qui vont se construire un chalet. Puis on y croit vraiment parce que l'immobilier devient de plus en plus inaccessible. Ouais. Et que si on ne le fait pas aujourd'hui,
on le sait que notre modèle d'affaires, dans 15 ans, ça va être de faire du time-sharing parce que les gens ne pourront plus se payer un chalet. Voilà. Fait que, mais en tout cas, c'est énormément, très sharp. Veux-tu short tout ou... Non, tu peux les remettre dedans. J'en profite quand même pour les gens à la maison qui nous écoutent à chaque semaine. C'est la première fois que je fais la petite intervention. Beaucoup de gens qui nous écoutent en audio, mais c'était pas peut-être en vidéo comme ça. Vous pouvez voir tous les différents vêtements. Je prends la peine de remercier Forty Uniform, notre sponsor, de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui, d'offrir ce beau gear-là. Si vous en cherchez vous aussi, code SAM10 sur forty.ca. Ils font beaucoup de stock pour compagnies de construction, pompiers, plein de gens qui ont besoin de gear, comme tu as dit, pour toi, pour ton entreprise. Ben, si tu as besoin, Forty est là pour toi. Ben écoute, tu me donneras leur contact parce qu'on en cherche un, justement. Mais on s'échange ça tantôt. Fait que merci avec la gang de plaisir. Forty. On va se parler bientôt, la gang. That's it. Si on parle de chalet locatif, justement, avant d'aller vers Occupation Double, comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans? Je sais que là, on a parlé de beaucoup de choses. Tu as fait de l'argent très jeune. Tu as réussi à accumuler une certaine richesse très jeune. Qu'est-ce qui t'a amené vers le chalet locatif? Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers l'immobilier? Puis de ce que je comprends, c'est que maintenant, tu es pleinement dans l'immobilier, right? Ouais. C'est une bonne question. On a 7 entreprises présentement au sein du groupe Gibault qui est comme notre fonds d'investissement. On a un board là-dessus, CFO, DRH. J'ai dit Guibault en commençant. Ah oui? Ah oui, je m'excuse. Tu veux la refaire? Non, pas du tout. Ah, okay. J'ai un fail comme ça, mais j'aime ça me faire reprendre avec Gibault, pardonne-moi. Oui, c'est correct, c'est correct. Il n'y a pas de souci. Mon nom a été magané de toutes les façons, qu'on nommera pas ici, bien sûr. Moi c'est fait. Mais voilà, fait que... Non, le groupe Gibault, en fait, réunit des collaborateurs qui créent justement des projets comme Groupe Investir. Juste Groupe Investir, c'est 450 employés collaborateurs dans le groupe. C'est 3 domaines, 850 chalets qui vont être bâtis en 7 ans, dont 239 sont déjà en construction ou livrés. Ça va très vite, la vie, hein? Ça va très vite. Ouais. Mais j'ai perdu ta question. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé dans le locatif, tout simplement? Parce que là, justement, en partant des influenceurs, l'agence, tout ça, tu as tout vendu. Bon, parfait. À quel moment tu décides de commencer à investir vers tout ça? Bien, ta question, c'était aussi, est-ce que tu es juste en immobilier? La réponse, c'est non. Okay. On a 7 entreprises. On a encore des compagnies technologiques comme des compagnies de SaaS. D'ailleurs, on est en train d'en vendre un autre. Okay. Oui, je m'en vais de plus en plus en immobilier, mais je considère mes compagnies immobilières comme des entreprises de services plus que des entreprises immobilières. Pourquoi? Parce que le mot immobilier est vu comme un gars qui achète des 10 portes puis qui les garde. Oui. On le fait, évidemment, pour construire notre bilan puis avoir de l'équité. Et grâce à cette équité, on refinance et on crée des plus gros projets. Okay. Ceci étant dit, nous, notre mission, c'est de le rendre accessible aux gens. Fait que, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on développe les terrains. Ensuite, on construit. Ensuite, on gère le chalet. Fait que, juste dans le groupe Investir, on a une compagnie, exemple Scandina, qui est une gestion hôtelière qui gère près d'une centaine d'unités présentement à travers le Québec et qui a la vision de devenir la première chaîne de chalets locatifs au Canada. Yes. Un peu comme quand tu voyages. C'est quoi, mettons, ton hôtel préféré, toi? Hey, là, tu me mets sur un mauvais... Honnêtement, je ne vais jamais dans les hôtels. Jamais? Hôtel, tu prends pas de vacances? Tout Airbnb. Ah! Ouais. Quand je m'en vais dans le sud ou whatever, ça va y aller avec ce qu'on veut aller comme destination. Ouais. Mais là, tu me prends au dépourvu comme... Mais Airbnb, tu as sûrement déjà vécu je vois les belles photos, puis c'est dégueulasse. Oui, malheureusement, oui. Malheureusement, le problème là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de garantie dans Airbnb parce que c'est géré souvent par des particuliers. C'est-à-dire que tu as, mettons, n'importe qui se fait croire hôtelier. Il n'y a pas d'expérience là-dedans. Tu sais, souvent, c'est des gens qui font ça en sideline. Ouais. Contrairement à conduire une voiture Uber, gérer un Airbnb, ça prend des compétences. Gérer le ménage, ça prend des compétences. Ouais. Tu sais, fait que nous, on essaye d'amener une standardisation là-dedans dans le marché. Et j'utilise le mot « j'essaye » encore aujourd'hui parce que ça fait 3 ans qu'on le fait. On n'est pas parfait. On continue d'améliorer ça dans le but d'atteindre d'ici 10 ans une expérience à la Club Med, mais au lieu d'être applicable au Club Med, on l'applique donc, au lieu d'être applicable à l'hôtellerie, on veut l'appliquer au chalet. Okay. Le défi là-dedans, c'est la décentralisation des chalets, du fait qu'une chambre d'hôtel, ben, c'est chambre 1, chambre 2, tandis qu'un chalet, c'est chalet 1, chalet 2. C'est 30 minutes de distance entre 2 chalets. Mais ça va permettre aux gens qui veulent voyager. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont fans, mettons, du Marriott. Puis ils vont juste au Marriott parce que tu sais que tu vas à Sherbrooke, au Solar ou à New York. C'est toujours les mêmes draps, c'est toujours les mêmes matelas, c'est toujours les mêmes standards. Et moi, je suis ce type de personne-là. Okay. Fait que les gens vont pouvoir voyager dans un Scandina partout au Canada. Pour l'instant, partout au Québec. Et l'idée, c'est que tu peux louer un chalet Scandina à Saint-Côme, à Tremblant, à Pine Hill, par exemple. Fait que, est-ce que je suis juste en immobilier? J'agis dans le secteur immobilier présentement parce que je crois qu'on est dans le plus grand transfert de richesse de l'histoire du Québec. Je ne le crois pas. On est dedans. Je suis convaincu qu'on est dedans, puis peut-être même dans le plus grand transfert de richesse au monde avec ce qui se passe aux États-Unis présentement. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'on a encore un marché immobilier accessible par rapport au reste du Canada. Et donc, je crois que dans les 10 à 15 dernières années, c'est les dernières années où on va être capable de vendre pas facilement, mais puis par vente, je veux dire, de rendre accessible l'immobilier aux gens. C'est-à-dire qu'acheter un chalet aujourd'hui, c'est encore 300 à 500 000.
Bien, ça continue de doubler à chaque 10 ans comme ça le fait depuis 50 ans. Le 300-500 devient 6, 1 million. Puis là, mes enfants ont 13 ans à cet âge-là. Dans 10 ans, mes enfants ont 13 ans. À 23 ans, je suis encore jeune, là, 23 ans, j'ai 49 ans. Ouais. Donc, quand j'ai 49 ans, il va falloir que je vende un chalet qui n'est plus à 600, 1 million. Il est à 1,2, 2 millions en moyenne. Comment tu vas acheter ça? Fait que, on agit dans le secteur immobilier, mais on a des entreprises d'hôtellerie, on a des entreprises de services là-dedans, parce que la construction, pour moi, c'est pas de l'immobilier. C'est une entreprise de services qui sert notre client pour construire son chalet de rêve. Et donc, voilà. Fait on est assez diversifié, mais on reste dans un secteur qui est l'immobilier. C'est juste important pour moi de l'expliquer parce que quand on me présente comme un investisseur immobilier, oui, mais on fait un peu le concept de l'entrepreneur que tu vois sur une photo sur Facebook. Tu as l'entrepreneur, tu as l'homme d'affaires qui vend des melons d'eau, puis tu as l'entrepreneur qui vend des melons d'eau coupés, des melons d'eau en cubes, puis du jus de melon d'eau. On est plus comme ça. On se fait plus chier que les autres pour servir nos clients puis nos membres investisseurs. J'aime ça. De où vient peut-être ce côté-là un petit peu plus, on l'a appelé humanitaire, c'est pas nécessairement le terme que je cherche, là, mais dans le sens qui est un peu plus quand même axé sur, tu as parlé tantôt de donner une accessibilité aux gens, puis de, tu sais, je le sais qu'on a tous, encore une fois, notre personne, on veut faire de l'argent. Donc, côté, tu as l'air comme, je pense, tes 10 dernières années t'ont montré que tu étais capable de générer des beaux revenus, que tu étais capable de facilement mener à terme plusieurs projets, avec évidemment, je suis sûr, plein de difficultés. Qu'est-ce qui fait que tu veux autant redonner maintenant, aujourd'hui, sans... Je sais pas, on est dans un monde quand même qui est très souvent selfish. Capitaliste, oui. Merci. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, c'est peut-être l'inverse? C'est pas l'inverse. Okay. Puis j'aime ce que tu as amené comme sujet sur la table parce que c'est pas humanitaire. C'est juste que... Puis oui, on le fait pour aider les autres. Mais la raison pourquoi on le fait, puis ça, écoutez bien ça, c'est une stratégie marketing. Okay. Si j'offre un produit qui n'est pas wow, je travaille constamment à convaincre des gens d'acheter. Si je vends un produit qui sert un besoin de société, j'ai rien à vendre. Les gens qui étaient là hier, qui ont acheté 13 terrains dans la journée, là, ils voulaient l'acheter. C'est eux qui viennent nous voir, qui disent comment ça marche, je veux, dis-moi comment on fait. On passe plus notre temps à éduquer des gens, à les instruire par leur transmettre de l'information, donc à les aider, et la vente se fait naturellement. C'est ce qu'on appelle du marketing éducationnel. Et c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. C'est ce que tu dois faire. Le client est tanné de se faire vendre par un vendeur de char. Le client, il sait déjà quel char il veut. Ce qu'il veut, c'est que tu l'aides à simplifier sa vie. Fait que, est-ce que c'est humanitaire? Non. Je fais partie du même régime que tout le monde. On est là pour faire du profit, puis il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a pas de mal à faire de l'argent dans la vie. Mais je ne le fais pas sur le dos de l'autre. Je le fais pour l'aider. Je fais mon profit, mais lui aussi va faire de l'argent. Okay. C'est une transaction win-win et donc, la vente devient complètement différente. Et c'est ce qui nous permet, en passant, d'être le plus grand développeur en chalet de l'histoire du Québec, à ma connaissance, parce qu'on 850 chalets, trouve-moi ça un. Il n'y en a pas, puis je dis pas ça pour me vanter. La raison pour qu'on peut être aussi gros dans autant de villes, c'est que non seulement on est aligné avec les villes, mais on est aligné avec nos clients. Puis le plus grand défi que tu vas avoir dans ta vie, c'est d'aligner des humains. Ouais. Quand tu es capable d'aligner ton équipe sur une vision, ton client y adhère, la ville, elle comprend et elle y adhère, le pouvoir qu'on vient créer derrière ça, l'énergie qu'on vient centraliser avec tout ce pouvoir collectif-là, nous permet d'aller à des années-lumière d'où est-ce qu'on pourrait être aujourd'hui. J'aime ça. Il y a beaucoup de gens de nos jours avec justement tous les réseaux, etc., qui sont très solopreneurs, donc qui grandissent beaucoup au sein de leur propre environnement parce qu'ils sont derrière leur clavier. Puis tu as l'air d'être quelqu'un qui a su t'entourer rapidement. Tu m'as parlé d'adolescence, d'avoir justement tes amis et autres. Dirais-tu que c'est un skills que tu as toujours eu en toi ou c'est quelque chose que tu as développé? Puis il y a beaucoup de gens qui ont la difficulté à déléguer dans la vie de tous les jours, comme je l'ai dit, qui veulent juste être simplement eux-mêmes, faire leurs choses. Puis c'est tendance maintenant parce que tu peux faire du e-commerce, dropshipping, là. Tu peux être dans seul chez ta mère puis faire de la belle argent. Ouais. Toi, tu as l'air d'être super bien entouré, mais aussi d'avoir un bon skill de communicateur, de leader avec ces gens-là. Dirais-tu que ça s'est travaillé ou que tu sens que tu as ça depuis toujours? C'est travaillé. Ouais. C'est vraiment travaillé, puis c'est une très bonne question. Est-ce que tu sens que tu es un leader dans l'âme, on va le dire comme ça? Ou est-ce que tu sens que ça s'est travaillé avec les années du fait que tu as l'air de travailler avec beaucoup, beaucoup de personnes, plusieurs entreprises, toutes plein de personnes à déléguer. Là, on parlait chantier de construction, on parlait... Tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu fais. Oui, puis c'est important qu'on en parle parce que j'ai eu des mauvais comptables, j'ai eu des bons comptables, j'ai eu des mauvais conseillers, j'ai eu des bons conseillers. Aujourd'hui, on est bon. On n'est pas excellent. Puis je veux qu'on devienne excellent. Mais
le parcours pour faire ça, c'est un travail à faire sur toi-même. Donc, non, c'est pas inné. Vraiment pas. Je lis des livres à tous les mois pour m'améliorer personnellement. Puis mon dernier, d'ailleurs, que je vous recommande, c'est Good to Great, qui t'explique que plus ton entreprise est compliquée, plus elle vaut à l'échec. Il faut que tu simplifies. À tous les jours, là, ce que tu appliques dans ta business en tant que président, directeur, visionnaire, il faut que tu te dises, est-ce que ce que je suis en train de faire va complexifier ma business ou la simplifier? Et ça, là, ça a l'air tellement simple quand je l'écoutais dans des podcasts, dans des vidéos avant, mais quand tu l'appliques, quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Fait que c'est un travail à faire sur toi-même. Honnêtement, avec ce que je connais aujourd'hui à 29 ans, si je reprends ça et je recule à 18 ans, je serais complètement ailleurs aujourd'hui. J'aurais pris plus d'opportunités, j'aurais moins travaillé sur ces opportunités, je les aurais fait fleurir plus facilement, mais aujourd'hui, on est bien entouré parce j'ai évolué en tant que personne. Mon équipe a évolué aussi. Il y en a qui me suivent depuis 12 ans là-dedans. Là. J'ai Carla, ma directrice marketing, qui travaillait chez AMM puis qu'on a gardé avec nous parce qu'on ne voulait pas la perdre. Ça faisait partie du deal. Puis ces gens-là évoluent avec nous. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit l'Anthony de 2010 versus 2025, mais on voit aussi la Carla ou le Dominique de 2010 versus... Fait que ça se construit, ça se bâtit. C'est pas du jour au lendemain. La seule chose que je peux te dire, par exemple, qui va t'aider, mettons qu'on donne un conseil aux gens qui nous écoutent, c'est respecte tes gens. Crier après quelqu'un, ça sert à rien. Non. Okay? Puis si je le fais, là, c'est rare. Mais quand je le fais, c'est parce que ça va mal en tabarouette. Mais respecte tes gens, aide-les à avancer et à évoluer. Quand tu fais ça, pas qu'ils vont être redevables. Ils vont être inspirés, motivés, self-motivated, puis ils vont vouloir avancer parce qu'ils savent que le prochain point d'arrêt pour eux, c'est encore plus de compétences pour eux, encore plus d'évolution et de croissance personnelle. L'être humain est comme ça. Ouais. L'être humain, l'entrepreneur veut grandir, la société veut grandir, les êtres humains, les employés, tout ce beau monde-là veut grandir. Il faut que tu leur laisses la place. Ouais. Est-ce que ça a été facile? Zéro open bar. Je pourrais te faire un podcast de 3 heures sur toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie. T'sais. Puis ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, Samuel, c'est le livre Le Secret qu'on parlait, que j'ai lu à 16 ans, me donnait un mindset de... C'est à cet âge-là que j'ai décidé que jusqu'à 30 ans, j'allais prendre des risques. Des gros risques. Des risques que la plupart des gens n'auraient même pas pris. Et de 30 à 40 ans, je consolide. C'est ça ma phase. Je suis aligné là-dessus parfaitement. Ma vision est claire. Je consolide, je simplifie, je mobilise l'équipe, je m'assure que l'entreprise soit autogérée, ce qu'elle est partiellement présentement, mais qu'elle puisse survivre à, exemple, le départ de son fondateur. Et à 40 ans, je vise la retraite. Fait que, basé sur ce schéma-là, tout ce que je fais dans la vie est basé sur cette grande mission de vie-là. J'ai pris énormément de risques. Aujourd'hui, je suis en train de consolider. J'amorce ma transition, ou ce que j'appelle ma phase d'atterrissage vers cette prochaine phase de vie-là. Et donc, aujourd'hui, on a des meilleures équipes qu'on avait avant. Mais, essaye pas de... J'ai voulu faire des erreurs vite pour apprendre rapidement. Ça l'a payé. Ça l'a fait mal. Je ne le recommande pas à tout le monde parce que c'est une recette qui n'est pas adaptée à tous les individus. Ça demande une détermination supérieure. Les erreurs, des fois, ont fait plus mal, mais pas peur d'échouer. Parce que c'est quand tu échoues que tu apprends. Puis c'est ce que j'inculque à mes équipes, c'est ce que j'inculque à nos collaborateurs et à nos fournisseurs. Puis quand tu as du beau monde de même aligné avec les valeurs, la vision, qui ont fait des erreurs avec toi, tu sais, je vais juste te donner une anecdote. Hier, un de mes directeurs de chantier, il recule avec le pick-up dans le voisin, tu sais. Il m'appelle, il se sent mal. Il y en a qui diraient « Tabarnak, une autre demande d'assurance. » Excusez-moi, j'ai sacré dans une vidéo, mais bref. Fait il y en a qui pèteraient leur coche. Moi, j'ai dit « Bon, comment qu'on règle ça? » T'sais, on a 2 choix. On réclame à l'assurance ou on essaie de dédommager le gars pour que ça nous coûte moins cher que notre franchise de 1000$. Ben, là, tu lui donnes 2 options. Lui, il est parti, il m'a rappelé ce matin, il dit « Anthony, je te l'ai cogné à la porte, je me suis excusé, nanana. » Il dit « On lui donne 500$, c'est un vieux pick-up, puis il est correct. » Bingo, c'est réglé, bravo. T'sais, oui, j'ai perdu 500$, c'est moi qui vais le payer le 500$. Il a pris de son temps personnel, je pense, hier soir pour aller cogner chez le gars tellement qu'il se sentait mal. Tu sais, ça fait partie de la vie. 100%. Fait il faut que tu sois capable de focusser sur l'important. Puis l'important, c'est pas les petites affaires comme ça qui vont arriver tout au long de ta vie. Ouais. Puis pour répondre à ta question, c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, ce qui me permet d'être entouré de bonnes personnes. Ça se mérite. Ça se gagne, puis ça se mérite à tous les jours. 29 ans. On parle depuis... Moi, c'était long comme introduction. Pas grave, j'adore ça. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que je vous reçois. C'est vraiment pour avoir du développement de même sur mes questions. Puis j'aime ça parce que tu donnes beaucoup, beaucoup de valeur aujourd'hui. Mais je revenais sur le fait, encore une fois, que tu as 29 ans. Depuis tantôt, on parle des fois des choses de phase de carrière, autant pour d'anciens guests, des invités que j'ai sur le podcast, que des discussions de tous les jours, que des gens qu'on voit en ligne. Ouais. Ils vont avoir le même parler que toi,
mais c'est une carrière de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de leur phare d'atterrissage est pas encore entamé, puis ils sont à 60 ans. Puis je dis ça en tout respect, où est-ce que chacun a son cheminement et ses trucs. Est-ce que tu sens qu'à 29 ans, tu as encore des fois de la difficulté à peut-être, je vais pas dire te faire respecter, mais sens-tu que c'est un challenge ton âge vis-à-vis certaines situations de la vie? Écoute, c'est drôle ça, parce que quand j'avais IMM Solutions Numériques, mettons, mets-toi dans une peau de petit gars de 16 ans, 17... Non, j'avais quel âge? Excuse-moi, IMM Solutions Numériques, 9 ans, j'avais 17 ans, mettons, quand ça a commencé, 18 ans-ish. Bon. Mettons 18 ans, 19 ans. Quand tu es assis sur le board d'une compagnie de 300 millions de chiffre d'affaires en train de parler des prochaines innovations marketing, ou quand j'ai travaillé avec Olivier Primo en 2015 pour l'aider à lancer le Beach Club, avant Andrew AMG, je vous mentais sur mon âge. OK? Puis ça, c'est un insight vraiment drôle que certains se rappellent chez nous, parce que j'arrivais avec un deal à 400 000 sur la table pour faire ABCD. Puis là, tu es entouré de gens de 45 ans, puis ils te demandent « T'as quel âge, toi? » Tu le sens qu'ils sont impressionnés. Puis là, je leur disais, je vais te le dire, après 1 an de relation, où mon running gag, c'est « signe, puis je te le dis ». Puis je faisais ça parce que ça avait un impact. T'sais. Quand tu viens dire 18 ans, mettons, puis tu es allumé, puis ce que tu dis est très valable parce que tu t'es informé, tu t'es instruit, puis tu as juste passé tes nuits blanches à justement faire ce que les autres ne faisaient pas. J'en ai beaucoup de nuits blanches à mon actif. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile avec des enfants. mais ceci étant dit, aujourd'hui, c'est plus nécessaire. J'avais un cadre dans mon bureau à 18-19 ans qui était écrit « Work until you no longer need to introduce yourself ». Ce cadre-là était mon mantra parce que j'avais honte de mon âge. Pas honte, mais tu comprends ce que je veux dire. Je ne pouvais pas la dire à certains moments dans ma vie parce que ça aurait eu un impact négatif sur ma carrière, sur ma croissance et sur la perception des autres. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Puis je te dirais qu'à l'âge de 25 ans, j'ai pu à le cacher. C'est là que j'ai commencé à le dire. Ça m'a quand même pris 7 ans à dire mon âge. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, souvent, il s'est informé, il m'a googlé, il est allé voir ce que j'appelle le bulletin de notes de l'entrepreneur. Puis, tu sais, l'idée, c'est, tu peux juger quelqu'un sur ses échecs, mais tu devrais le juger sur ses succès. Parce que ça prend de l'échec pour réussir, puis c'est ce que les gens font. Aujourd'hui, je m'assois dans une ville, puis j'ai plus de facilité, ou disons énormément de facilité à avoir un rendez-vous, parce que quand je leur envoie un email, ils googlent mon nom, ils savent qu'on a fait ça, domaine Pine Hill, 54 millions de pieds carrés, 540 chalets. On le fait. On respecte ce qu'on dit, puis on avance. Mais je vais toujours me rappeler de ma première rencontre. Je pense que j'avais... Mon Dieu Seigneur, 22, 23 ans, quand j'ai rencontré, mettons, Brownsburg-Chatham pour le domaine Pine Hill, tu sais, j'étais assis là, puis je suis comme, salut, on va construire un gros domaine. Ils m'ont regardé, on dit, t'as-tu de l'expérience là-dedans à construire des rues? J'ai dit, oui, j'avais aucune expérience à construire des rues, je savais même pas c'était quoi un aqueduc, tu sais. Fait que je faisais des multilogements, mais c'était pas du développement de lotissement de millions de pieds carrés. Fait que, aujourd'hui, non. Mais, puis vraiment pas. Puis je pense que c'est différent pour d'autres. Tu vas approcher un gars de 29 ans. Je pense que c'est ton expérience qui a une valeur et non ton âge. L'âge, c'est un chiffre. Puis c'est souvent ce que j'ai dit à un de mes bons amis qui était un client avant, que je nommerai pas parce que je sais pas s'il veut qu'on le nomme, mais d'une grosse compagnie, tu sais, puis directeur marketing. Puis on se parle encore aujourd'hui, puis on a fait des belles affaires ensemble. Mais c'est ce qu'il m'a tout le temps dit. Il m'a dit, Anthony, l'âge, c'est un chiffre. C'est l'expérience qui compte. Puis tout le monde, aujourd'hui, en 2025, a la capacité d'aller chercher l'expérience à leur vitesse, soit aller plus vite que les autres, à cause de l'accessibilité à l'information. Fait qu'encore plus vrai aujourd'hui qu'avant, où tu devais avoir plus de contacts pour réussir. Tu sais, à l'époque, on disait souvent, tu deviens qui t'entoure. C'est encore vrai. Mais à l'époque, tu avais de la chance si ton père connaissait le PDG de chez XY Compagnie pour rentrer. Tu sais. Aujourd'hui, je peux trouver le numéro d'un PDG avec ChatGPT. Il y a tellement de facilité que si tu es déterminé, tu peux le faire. 100%. Fait que quand les gens échouent aujourd'hui, je suis vraiment pas gêné de leur dire que la seule raison pourquoi tu as échoué, mon chum, c'est toi. Puis c'est à toi de te remettre en question puis de te dire qu'est-ce que je dois faire pour réussir la prochaine fois. T'sais. Ça fesse, mais c'est vrai. C'est ça pareil. C'est ça pareil. Puis j'en ai qui l'ont pas pris, ce message-là. Puis ils travaillent plus pour moi. Ouais. Avec moi. Avant de terminer ensemble, on a encore un cadeau pour toi parce qu'on est, ben là, voyons. On est des gens généreux ici. Une pizza. Non. C'est chaud, malheureusement. Les amis de Chef Santé. Oh wow! Boîte cadeau aussi. Fait que tu pourras l'ouvrir après le show. Oui, c'est cool. On peut aller au milieu ici, puis tu as plein de beaux produits aussi. Puis tu as même mes produits MindBlow à l'intérieur. Fait que magnifique. Tu vas tester ça ou faire tester aux gens autour de toi. Magnifique. Avec plaisir. Merci beaucoup. Voyons, je vais venir plus souvent. Hein? Tu viens quand tu veux? As-tu le droit à plus qu'une fois? Tu peux. C'est notre affaire à jaser, je suis là sans Mais écoute, sans blague, je te lance l'invitation en direct pendant qu'on fait ce podcast. Et je vous invite à l'écouter en vidéo parce que ces cadeaux-là méritent d'être vus. Mais je vais faire sûrement la plus grosse annonce de ma carrière à l'automne. Okay. J'ai pas le droit de t'en parler.
ça risque de changer drastiquement la perception du résidentiel de l'histoire du Québec. OK. En une phrase, pour te tilter, là, on s'en vient avec une autre division OK. qui est un peu calquée sur investir et le succès surtout d'investir, mais il y a beaucoup de nouveaux arrivants, il y a beaucoup de premiers acheteurs. Tu sais, as-tu une maison? Pas encore. Avez-vous des maisons? Bon. On fait qu'on a une personne sur 3 qui a une maison. J'ai des logements, mais j'ai pas de C'est maison. correct. C'est une très belle façon d'acheter de l'actif avant du passif parce que là, on ne se battra pas là-dessus. Tu peux le mettre dans les commentaires, mais une maison, c'est un passif, c'est pas un actif. Ouais. Fin. Maintenant que c'est dit, c'est un compte d'épargne forcée et c'est quand même bien de l'avoir si ton move, c'est de créer de la valeur pour te servir du levier. Tu as fait l'inverse, j'ai fait l'inverse, Ouais. c'est parfait. J'ai une maison quand mes immeubles pouvaient me payer une maison. Voilà. Fait que ça, c'est très bon. Ceci étant dit, c'est difficile pour un jeune de 20 ans, 21, 22, 23, et tu vois ce que je veux dire, de s'acheter une maison. Et j'ai décidé de mettre toutes mes billes, parce que j'ai 29 ans, hein, à partir de 30 ans, à la fin de mes 30 ans, j'ai plus le droit de prendre de risques. C'est ça mon mantra, c'est je vais en prendre, mais des risques plus calculés, disons moins risqués. High risk, high reward, tu sais, ça reste des risques calculés, mais on comprend que je veux consolider de 31 à 40. Et donc, on est allé acheter quelque chose d'extrêmement gros OK. qui va nous permettre de rendre accessible à nouveau l'accès à la première propriété. Et te donner une idée, là, une maison qui coûte 350 000 dans le marché du Québec aujourd'hui, selon mes calculs actuels, je vais être capable de la vendre 200 à 250, soit 100 000 moins cher. Et je vais être capable de financer les gens. Ça va être gros. OK. Fait que ça vaut la peine qu'on en parle. J'aime ça parce que tu devais faire une phrase pour me tilter, mais t'en as fait genre 4-5, puis là, je suis ultra tilté. Là. Ben, je suis désolé. J'ai essayé de la faire en une phrase. Mais... En tout cas. Fait que l'invitation finale Ouais. pour l'automne, L'automne, on en jase là, dans le fond. on en jase là. Parce OK. que ça sort en septembre ou début octobre. Toutes les as sont alignés. C'est OK. 3 ans de travail qu'on va révéler. C'est très long à développer des projets C'est comme clair. ça. C'est très long. Mais ça va vraiment avoir un impact significatif pour des gens qui aujourd'hui se disent comment je vais avoir accès à la propriété. On est privilégié dans cette salle. Tu sais. On peut se permettre, tu peux te permettre d'avoir des multilogements. Tu as fait les bons moves. Tu l'as travaillé. Tu n'as rien gagné. La chance, elle n'existe pas. Tu crées ta propre chance. Il y a un peu de chance dans la vie, mais le reste, tu sais, la chance est surtout reliée à la santé. Ouais. Quand tu nais en chaise roulante, ben Colin, tu n'as pas été chanceux. Ouais. Tu sais, ça, c'est plate. Mais ceci étant dit, il y a des gens qui ont pas nécessairement fait les bons moves ou qui n'ont pas eu cette chance-là pour utiliser le mot chance, puis qui ne sont pas capables de le faire. Puis je crois qu'avec ce produit-là, on va être capable de leur permettre, s'ils passent à l'action, c'est toujours une game d'action, on va être capable de leur permettre d'y avoir accès. Vraiment cool. Vraiment hâte de pouvoir en jaser. Moi aussi. J'en parle comme une sortie de film au cinéma, là, c'est le nouveau Titanic. Ouais. Et sur ça, on remercie Job Santé pour l'avoir le cadeau. Ouais, mais ça aussi coule avec pas à la fin, hein, excusez, j'ai dit Ouais, ça. non, ouais. C'est un mec qui reste sur les flots. On termine ensemble pour respecter ton horaire, évidemment. Oui. Je sais que tu as des choses à faire par la suite. Je continue avec la collaboration avec Occupation Double, Oui, qui est dans le fond la dernière affaire. Puis la première chose qui m'a fait te découvrir, je vais être bien franc, quand je t'ai vu à la télé par rapport à ça, quand j'ai vu Ouais. que vous faisiez tirer, j'aurais pas fait tirer, vous avez fait gagner un chalet oui, au couple gagnant. Je pense que c'est eux-mêmes qui vous ont contacté. oui, certainement. Je veux que tu m'en parles un petit peu plus. Ben écoute, c'était pas la première fois qu'ils nous contactaient. Évidemment, on parle d'un investissement majeur, là, 450 000 en stratégie marketing, plus qu'on a mis en arrière. Mission Chalet, qui est d'ailleurs disponible pour tout le monde sur YouTube en saison 1. Je vous dis pas, elle va être tout en saison 2, mais tu sais, un pilote dans la vie, nanana, on s'en va ailleurs avec ce concept-là. Ouais. On a quand même frappé quelque chose comme 150 000 vues en moyenne par épisode, ce qui est très bien pour une Ouais. chaîne YouTube qui est partie de zéro. Tu sais de quoi je parle. 100%. Fait que, tu sais, tout ça est un investissement total d'à peu près 600 000 là, en temps, investissement publicitaire, les super panneaux, le chalet. Fait que c'est un pensez-y bien. Maintenant, est-ce qu'on va le refaire? La réponse, c'est qu'on travaille là-dessus, on est en discussion. C'est pas fait, mais on aimerait ça le refaire. Parce que, premièrement, l'équipe de production J sont incroyables. C'est une très belle gang, on les aime beaucoup. Et ça a été rentable. Rentable en différentes choses. On a fait un sondage avec Léger pour calculer la notoriété. Occupation Double est l'un des shows les plus regardés au Québec présentement par toutes sortes de... Tu sais, c'est un show qui est même familial. Là. Les parents le regardent avec les jeunes, etc. Fait que, comment ça s'est passé? Ils nous ont approchés, on a dit non, ils nous ont réapprochés, on a dit pourquoi pas, on l'essaye, on plonge et on le regrette pas. On le regrette pas. Je te dirais que le plus challengeant, c'est que on a signé le contrat, d'où pourquoi je ne peux pas te dire que c'est fait, mais qu'on est en pourparlers.
Mon Dieu Seigneur, on a signé le contrat genre en octobre. Bref, OD sortait en septembre, puis on l'a signé 2 semaines avant. Fait qu'il a fallu construire un chalet en 3 mois. Puis juste pour vous mettre en contexte, les autres constructeurs, ils ont 1 an pour le faire. Okay. Fait que construire un chalet en 3 mois, c'est la moitié du temps si tu vas vite. Ça prend 4 à 6 mois si les conditions sont belles. C'est souvent plus 6 que 4 en montagne. Fait que le faire en 3, parce qu'on devait respecter nos ententes contractuelles avec eux, ça a été le plus gros défi là-dedans. Mais je pense qu'encore une fois, ça le permet à l'équipe de se dépasser. Puis, tu sais, tout le monde. J'ai pas choisi de faire OD. J'ai dit à l'équipe, on a l'opportunité, on le fait dessus. T'sais. Voici les enjeux. Puis tout le monde a dit, Anthony, on va le faire. Puis j'ai eu des gars qui ont travaillé la fin de semaine sur le projet pour livrer. Fait que. Pardon, je sais pas si on l'entend au micro. Non, mais on a faim. Mon Dieu Seigneur. Fait que ceci étant dit, c'est une belle expérience. Puis on va clairement refaire cette expérience-là. On souhaite le refaire. Mais voilà. Je suis pas assez OD pour savoir comment ça s'est terminé avec ce couple-là en question. Ils sont encore ensemble. Encore ensemble? Oui. Ils ont encore le chalet? Oui, encore le chalet. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec le chalet. Ce qui est intéressant, c'est qu'Alex d'Occupation Double a tellement trippé, parce que sachez que l'année passée, on offrait aussi le chalet des exclus. Donc, les exclus étaient au domaine Pine Hill, dormaient dans nos chalets. Puis Alex, qui était un des finalistes, Alex Marcil, il a tellement trippé, il m'a appelé. On s'est rencontrés sur le plateau, il m'appelle, puis il me dit, Anthony, je capote. Lui, il aime le fitness, le plein air, puis la vente. Il voulait tomber dans la vente. Il en faisait un peu, mais il voulait apprendre puis se développer là-dedans. Puis il voyait comme un mélange de tout ça, parce que on marche des montagnes avec nos clients. Tu viens visiter un chalet un samedi, là, on est 40-50 dans le groupe à chaque samedi. Je te fais marcher 8 km. C'est pas comme visiter un triplex à Laval. C'est un petit peu plus de sport, aller marcher, voir ton terrain. Fait qu'il a tellement aimé ça qu'il travaille pour nous aujourd'hui. Ah ouais? Il travaille avec nous, en fait. Il est rendu guide d'investir depuis plusieurs mois déjà. Puis il est vraiment content. Puis c'est ça. C'est vraiment cool. Ouais, vraiment une belle expérience. Puis je suis content que Félix et Solène soient encore ensemble. Tu sais, des fois, on voit des couples gagner par stratégie, disons-le comme ça. Pour les avoir rencontrés, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment sincère, puis ils ont la même passion pour le fitness. Fait que, c'est sûr, certain que quand tu as des atomes crochus en dehors d'Occupation Double, ça te permet de rester. Le défi entre les deux, c'est la distance. C'est clair. De mémoire, Rimouski, Québec, là, pas de même, me semble. C'est un peu loin. Mais on leur souhaite beaucoup de bonheur. 100%. En terminant, dans vos clauses comme ça, avec un chalet, puis encore là, on peut en parler ou pas, est-ce que vous avez des obligations de... Est-ce que le chalet doit pouvoir être disponible pour Airbnb? Dans le sens où... Oui? Mais la question, c'est pour OD? Oui, probablement pour OD. Est-ce que ça vient avec quelque chose que, dans le fond, il faut qu'il y ait le plus de latitude possible pour que l'acheteur, pas l'acheteur, mais le gagnant, puisse faire ce qu'il veut avec? C'est un peu ça comme le done deal? C'est son chalet. À la fin de la journée, le domaine Pine Hill, on est sur des zonages commerciaux qui sont destinés à la location à court terme. Fait, contrairement à ce que tu vois dans les journaux, comme mettons Saint-Adèle qui empêche le Airbnb, Magog qui a fait la même chose les dernières années, etc., la raison pourquoi eux perdent leur zonage, c'est que c'est des zonages résidentiels avec accessoires à court terme. Pour les gens qui nous écoutent, qui veulent investir en chalet locatif principalement, faites attention à ce zonage-là. C'est comme je te passe mon char, puis je te dis donne-moi tes clés. Donne-moi mes clés. Ça reste mon char. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça se perd facilement. Nous, on fait des changements de zonage principal pour devenir commercial. Et donc, oui, tu vas payer une taxe commerciale, mais il n'y a personne qui peut te changer ton zonage sans avoir ta signature. Je comprends. Fait que, en gros, est-ce qu'OD voulait un chalet locatif? Non. Il voulait un condo, une maison, quelque chose. Est-ce qu'il aimait l'idée d'être partenaire avec le domaine Pine Hill pour permettre plus de possibilités à leurs gagnants de dire, regarde, on comprend que tu es à Rimouski, tu es à Québec, tu n'iras pas habiter à Pine Hill. C'est impossible. La réponse, c'est oui. Fait que les gagnants auraient pu aller l'habiter, peuvent faire du Airbnb. On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. Ils peuvent le vendre, littéralement. C'est à eux. Là. Ils ont gagné un chalet d'une valeur de 450 000 $. On en vend 10 à 15 de même par semaine. Fait qu'est-ce qui va se vendre? Certainement. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec. On souhaite qu'ils restent dans le domaine. Mais puis de gérer leur chalet, on leur a proposé, on en a parlé. Pour l'instant, je pense qu'ils se concentrent sur leur habitation principale pour se rapprocher, sans vouloir donner des détails trop confidentiels. Là. Félix, Solène, vous pourrez commenter cette vidéo. Ça vous le dire, qu'est-ce que vous me direz ce que vous faites, le rendu là, mais c'est ça. Il n'y avait pas de critères par rapport à la location à court terme, mais c'est un chalet qui est dédié à la location à court terme. OK. Anthony, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi, ça a été un super de bel épisode, puis tu es très généreux dans tes réponses. Merci énormément. Je te souhaite de continuer sur un beau succès comme ça. J'ai hâte de parler avec toi à l'automne. Puis on se fera un cheers pour ta trentaine pour être certain que ça exactement comme que tu veux, parce que ça a l'air excitant comme prochaine phase. Ou est-ce que c'est pas encore la retraite, c'est pas encore, mais ça a l'air cool de
d'autant pouvoir visualiser, on revient un peu sur ça tantôt, cette pente-là qui est l'atterrissage. J'ai beaucoup aimé Ouais, fait que good job. Merci beaucoup, Samuel, pour l'invitation. Puis super studio encore. Merci à toi. À bientôt. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime sur Apple Podcasts et Spotify. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour l'autre épisode du podcast ordinaire. Bye, guys.